Donc, rebonjour. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, Rodrigue Landry. Rodrigue a obtenu son doctorat en psychologie à l'Université Wisconsin-Madison en 1976. Par la suite, ses intérêts ont évolué vers la sociolinguistique et il a été l'auteur de nombreux ouvrages très importants et très influents dans le domaine de la sociolinguistique. Et d'ailleurs, moi, comme juriste, je le connais très bien comme témoin expert qui a témoigné à plusieurs reprises dans des dossiers très importants. D'ailleurs, il a été directeur fondateur de 2002 à 2012 de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Alors, sans plus, je lui laisse la parole. Très rapidement, mon plan, il y a quatre points. En passant, là, on sort du droit, c'est la perspective sociolinguistique. Je ne sais pas si ça va être un rafraîchissement ou non, mais... donc, les conditions... je vais parler premièrement des conditions pour qu'une loi linguistique ait des effets sur la vitalité d'une minorité. Ensuite, je vais identifier des acteurs essentiels de la vitalité qui devraient faire partie d'un aménagement linguistique. Et je vais parler de la partie 7 comme pouvant guider un aménagement linguistique. Et dans ma conclusion, je vais parler des choses que j'observe qui me semblent, malgré les certaines difficultés de définir les termes, je trouve qu'il y a certains paradoxes entre ma compréhension d'une mesure positive et certaines actions gouvernementales. Donc, la première partie, je vais sauter pour sauver du temps. Puis, je vais juste résumer tout ça ici. Si vous trouvez que celui-là est complexe, vous en avez un autre. Donc, c'est pour comprendre les effets d'une loi, il faut la situer dans la dynamique du contact des langues. Puis, la dynamique des contacts des langues, c'est toujours un rapport de force. Ici, le modèle est simplifié parce qu'on regarde un groupe minoritaire qui est l'endogroupe, celui qui nous intéresse, par rapport à un exogroupe qui est le groupe dominant, le groupe majoritaire. Et ce rapport de force-là peut s'exercer de la planète, société-planète. Je dis planète parce que quand on parle de grandes langues internationales comme le français et l'anglais, les rapports de force commencent même à l'extérieur de la société. Et tout ça ensuite... Donc, rapidement, avec des forces historiques, une loi s'inscrit toujours dans un cadre idéologique, juridique et politique et dans un cadre de vitalité. Les variables de nombre, de pouvoir et de statut, ça définit la vitalité. Et donc, il y a un groupe qui a une vitalité faible et le groupe dominant, bien sûr, a une vitalité forte. Et ce cadre-là, ensuite, prend forme dans un contexte institutionnel et social, dans une certaine démographie, tout ça, et des institutions, etc. Et ça peut assurer une certaine vie communautaire au groupe minoritaire, mais il y a toujours une part de diglossie dans tout ça. La diglossie, c'est un concept sociolinguistique qui regarde la répartition des langues. Donc, règle générale, en situation de diglossie, le groupe minoritaire a une langue basse, utilisée surtout dans la sphère privée, et le groupe majoritaire domine c'est une langue de statut qui domine à peu près tout le reste. Et tout ça, c'est important. Pour que ça puisse vraiment amener les personnes à vivre leur langue et donc avoir une réelle vitalité, il faut que tout ça ensuite influence la socialisation langagière et culturelle, puis que ça influence certaines variables du développement psycholangagier. Et je reviens dans quelques instants. Il y a un déterminisme social. Quand les structures sociales s'imposent sur les individus, on vient de finir un article qu'on soumet la semaine prochaine là-dessus, quand ça s'impose du haut vers le bas, on peut appeler ça un déterminisme social. Et croyez-moi, nos analyses montrent que le déterminisme social est fort, mais ça n'empêche pas des groupes d'essayer par leur autodétermination, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif, d'essayer de contrevenir à ce déterminisme social-là. Donc, la loi sur les langues officielles, si elle s'intéresse principalement à des services publics, c'est une petite partie du véhicule langagier dans le domaine des services publics. On analyse ça par la langue parlée dans les services et le paysage linguistique.
Ça, c'est l'affichage commercial, public, etc. La langue des services publics, dans son ensemble, a un effet sur le développement psychologique qui semble se limiter à la vitalité linguistique subjective, c'est-à-dire à la perception que j'ai du statut de ma langue ou de sa légitimité, et aussi à l'usage futur de la langue dans le domaine public, parce que nos recherches montrent que l'enculturation de la langue du passé a une influence, crée des habitudes langagières qui tendent à se maintenir. La vitalité subjective peut avoir un certain effet sur le désir d'intégrer sa communauté, mais c'est beaucoup moins fort, par exemple, que celui de l'identité. Donc, c'est à peu près un tiers de l'effet de l'identité. Et une langue peut avoir, mais par contre, je trouve ça important de souligner que ça peut avoir un effet symbolique important, une loi, mais moi, j'ajouterais que ça a un effet symbolique important chez les personnes qui la comprennent, qui ont été sensibilisées à qu'est-ce que ça veut dire, ce statut symbolique. Et le recensement montre que les politiques fédérales ont peu d'effet sur l'attraction linguistique de l'anglais dans la société canadienne. Donc, une première éducation. Donc, je propose un postulat ou une prémisse. Une politique ou une loi linguistique ne peut influencer la vitalité d'une minorité que si elle influence de façon significative l'imaginaire collectif de la minorité et celle de la majorité idéalement, et la socialisation langagière et culturelle de ses membres. Et à mon avis, moi je ne suis pas un juriste, comme je l'ai déjà dit, mais seule la partie 7 de la loi semble offrir un tel potentiel. Hop. Ça, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on étudie les effets de différents véhicules. Et on lance ça pour une publication la semaine prochaine. Mais vous voyez que c'est à ma gauche, là, ça sera à votre droite, l'enculturation Public Services puis Linguistic Landscape. On voit les effets, ça couvre un petit coin de du développement psychologique d'une langue. Dans un contexte intergroupe minoritaire, je l'ai déjà dit, il y a nécessairement un rapport de force entre un déterminisme social, donc lorsque les structures sociales s'imposent, et une autodétermination qui va du microsocial vers le macrosocial, qui cherche à contrer le déterminisme social et assurer la vitalité du groupe. Donc, au niveau microsocial, ça, on le mesure très bien, même dans la recherche que je viens de montrer, avec toutes les flèches et les numéros. Ça, on peut voir clairement les effets, par exemple, d'un vécu conscientisant sur l'engagement communautaire par des individus. Au niveau macrosocial, je propose que c'est l'identité collective qui permet de lutter contre le déterminisme social. Et ceci, c'est relié à une prise en charge de la vitalité et de son autonomie culturelle. Donc, j'arrive à ma deuxième section, les acteurs essentiels de la vitalité d'une langue. Donc, l'autonomie culturelle, c'est un projet politique. Même si le mot culturel est là, ce n'est pas juste culturel. C'est vraiment un véritable projet politique. Il y a toute une littérature juridique aussi, que je ne mentionne pas ici, sur l'autonomie culturelle. C'est une prise en charge de la vitalité d'un groupe linguistique au sein d'un État qui s'appuie sur des acteurs essentiels qui influencent l'identité collective. Et quand je dis essentiel, ça veut dire que si vous enlevez un acteur, le tout risque de s'écrouler. Ici, je m'inspire beaucoup de Raymond Breton, que l'identité collective est à la base des projets collectifs du groupe. Puis, ma définition suit celle de Thériault, de Joseph-Yvon Thériault. L'identité collective est l'image et l'estime que le groupe a de lui-même et de son devenir et qu'il manifeste publiquement. Donc, c'est plus que la somme des identités personnelles. Elle s'exprime dans les livres d'histoire, la littérature, le paysage linguistique, les médias, et toutes les prises de parole par le leadership des représentants, le modèle de gouvernance, les revendications, les mobilisations, tout ça, c'est de l'identité collective qui se manifeste. Il y a trois catégories d'acteurs essentiels et chaque acteur gère une composante de l'autonomie culturelle. Et l'identité collective est à la fois une influence et un produit des trois composantes de l'autonomie culturelle. Donc, vous en avez un résumé ici. C'est qu'à la base, je parle de la proximité socialisante et
le mot communauté est peut-être pas clair ici, mais c'est les membres individuels de la communauté et les familles qui sont à la base. Et il gère il s'insère dans une composante que j'appelle la proximité socialisante, parce que c'est vraiment incroyable comment la proximité socialisante joue a un effet très important. Lorsqu'on est majoritaire, qu'on est concentré sur une population, envoyer son enfant à l'école française, il n'y a pas de mérite à ça, c'est une norme sociale. Si on ne le fait pas, on va contre les normes sociales. Mais par contre, moins on a de proximité socialisante, plus ça devient des décisions individuelles et des engagements personnels. Ensuite, ils participent à la société. La société civile, elle gère la complétude institutionnelle, elle exerce un leadership sur la communauté, et puis les membres de la communauté, c'est eux qui déterminent la participation communautaire. Et on sait que la société civile aussi est un intermédiaire entre l'État et la communauté, et elle peut jouer un rôle de mobilisation, de gouvernance. Et l'État, lui, gère la légitimité idéologique de la langue par les droits qu'il octroie, etc., et les politiques et les services qu'il donne. Donc, je passe très rapidement. Donc, rapidement, les rôles des acteurs essentiels. Les individus et les familles peuvent assurer la transmission de la langue et l'identité, l'usage familial et communautaire de la langue, participation aux institutions. Rôle de la proximité socialisante, ici, c'est que, comme je l'ai déjà dit, sur la norme sociale versus un engagement personnel, je ne discute pas de points d'à côté qui seraient discutables ici. La société civile, c'est un corps intermédiaire entre les membres de la minorité et l'État. Elle peut exercer un leadership auprès des membres de la communauté, améliorer la complétude institutionnelle. Je souligne rapidement qu'il y a deux types d'institutions, celles qui sont plus reliées à l'identité et d'autres qui sont plus reliées au statut de la langue. Donc, des services de santé, à moins qu'on soit toujours à l'hôpital, ça n'a pas un gros effet de socialisation, mais ça a un rôle sur le statut perçu de la langue. Par contre, à une école, c'est une continuation de la proximité socialisante. On peut sensibiliser la population à ses droits, mettre en œuvre une gouvernance efficace, intervenir auprès du gouvernement, mobiliser la population aux besoins. Je pense que le constat que je fais ici est important. Moi, je trouve que peut-être que la société civile était un peu victime de ses succès, dans le sens qu'il y a de nombreuses maintenant associations distinctes financées par l'État. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a peu de consensus sur les priorités de la communauté et des objectifs stratégiques pouvant augmenter sa vitalité. L'État, dans le cadre d'une idéologie d'appui à la minorité et comme principal responsable d'un aménagement linguistique, il peut reconnaître la légitimité de la langue, les droits linguistiques individuels, il peut mettre en œuvre des politiques de reconnaissance, dans le sens de Charles Taylor, par exemple, mais c'est toujours dans un cadre idéologique. Il peut mettre en œuvre des programmes et des services pour la population dans la société, dans le cadre d'un aménagement linguistique planifié. Je reviens dans ma troisième partie là-dessus. Et il peut améliorer la complétude institutionnelle d'une minorité, sensibiliser la population à ses droits, aux conséquences et enjeux de ses choix langagiers. Donc ici, je vais sauter parce que c'est simplement que chacun a une certaine autonomie, fait face à certaines contraintes, mais le message est que si ces trois acteurs-là ne fonctionnent pas ensemble, ça devient très difficile de mettre en application un aménagement linguistique qui sera véritablement efficace, par exemple en termes de revitalisation d'une langue. Donc, ma troisième partie. Donc, vu notre postulat, une politique ou une loi linguistique ne peut influencer la vitalité d'une minorité que si elle influence de façon significative l'imaginaire collectif de la minorité et la socialisation langagière et culturelle. Vu les trois acteurs essentiels dans la revitalisation langagière et culturelle, seul un aménagement linguistique global créant une synergie d'action entre les trois catégories d'acteurs peut assurer une certaine revitalisation durable et efficace. Et vu les effets limités de la loi sur les langues officielles sur la vitalité des minorités de langue officielle, on le voit par toutes sortes d'indices du recensement, la partie 7 de la loi sur les langues officielles, seule, à mon avis,
offre des possibilités de mettre en œuvre un aménagement linguistique capable, et je cite la loi elle-même, la partie 7, favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement, ainsi que promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Donc, moi, je vous offre ma propre définition d'aménagement linguistique, mais c'est une synthèse de nombreux auteurs que j'ai déjà lus sur l'aménagement linguistique. L'aménagement linguistique est une forme de régulation sociale. Les gouvernements font de la régulation sociale très souvent, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes d'immigration, des problèmes tous les choses que le gouvernement a, c'est une forme de régulation sociale. Mais ça devrait être une intervention politique et administrative consciente et volontaire qui s'intéresse à la dynamique de l'usage et du statut des langues dans la société. Donc, dans une société démocratique, cette régulation se fait dans le respect des libertés individuelles, mais peut, selon son orientation idéologique, reconnaître et promouvoir des droits linguistiques individuels et collectifs. Je passe ici, il y a toutes sortes de définitions des idéologies envers les groupes minoritaires, mais je pourrais peut-être, s'il y a des intérêts pour là-dessus, je pourrais y revenir. Dans un contexte d'autorégulation, ici de non-intervention, le temps favorise les groupes linguistiques qui détiennent les forces du nombre, du statut et du pouvoir. La théorie de la vitalité a beaucoup de choses là-dessus. La régulation sociolinguistique planifiée et officielle se fait généralement selon les principes du territoire de la personnalité, c'est des choses que vous connaissez, je pense, et la revitalisation de groupes linguistiques peut se faire par la recherche d'une autonomie politique, quand on vise la souveraineté pour le faire, ça c'est la définition de Fishman, ou peut se faire au sein d'un État, où il l'appelle l'autonomie culturelle. Dans le cadre d'une responsabilité planifiée officielle, la responsabilité première de la coordination entre les trois acteurs relève de l'État, qui est décideur politique et détenteur de ressources et de pouvoir. Il est le mieux placé pour gérer les lois linguistiques, les politiques, les programmes d'aménagement. Donc, un aménagement linguistique planifié, officiel et global comprend des acteurs officiels qui gèrent le plan d'aménagement dans le cadre d'une gouvernance et qui peut englober les représentants des trois catégories d'acteurs de la vitalité et des experts. Un plan d'aménagement officiel n'exclut pas différentes formes d'autorégulation par la société civile et les individus. Puis dans une fédération, bien sûr, on peut planifier à des niveaux multiples. Mais l'aménagement linguistique exige toujours une connaissance théorique et appliquée approfondie de la dynamique des langues en contact et de la situation linguistique particulière gérée. Il y a un rôle important pour la recherche ici. Donc, avant ma conclusion, y a-t-il une justification légale au Canada pour une plus grande autonomie culturelle des minorités de la langue officielle dans le cadre de la partie 7? Moi, je suis en train de lire les travaux d'Éric Labelle-Istov. Moi, je trouve ça fascinant, qu'il semble y avoir une ouverture vers une plus grande autonomie culturelle des communautés. On peut demander aussi, est-ce que l'article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés donne un droit à l'autonomie culturelle au Nouveau-Brunswick? Je la lis rapidement. La communauté linguistique française, la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut des droits et privilèges égaux, notamment le droit des institutions d'enseignement distinctes, ça c'est acquis, mais aux institutions culturelles distinctes nécessaires à la protection et à la promotion. Ici, il pourrait y avoir bien des discussions sur lesquelles institutions sont les plus importantes. Et la partie 7 peut-elle favoriser une plus grande synergie des acteurs de la vitalité linguistique? Ma conclusion, les interventions du gouvernement libéral, est-ce qu'il rencontre ces exigences d'un aménagement linguistique planifié, officiel et global? Moi, j'ai des doutes. L'aménagement linguistique au niveau de l'État met en œuvre une intervention, ici, je pense que je l'ai déjà dit, là, ça comprend son idéologie, sa constitution, tout ça. Il y a deux principales stratégies. Je m'inspire ici de Loubier. On peut avoir un aménagement linguistique par défaut. Ici, ça favorise l'autorégulation et la libre concurrence sur le marché des langues. Donc, ça peut être dans certains cas un laisser-faire,
mais elle argumente que c'est une véritable stratégie d'intervention. Beaucoup de gouvernements disent, si je n'agis pas, l'autorégulation va prendre garde à ça. Et l'aménagement linguistique planifié, c'est un processus d'intervention sociolinguistique pour répondre à des objectifs précis. Donc, ici, c'est très... Puis, je pense que pour ne pas dépasser mon temps, je ne pourrais pas aller dans tous les détails de ma conclusion, mais j'observe paradoxalement, il me semble que depuis que la loi sur les langues officielles de 2005, qui rend la partie 7 justiciable, l'engagement du gouvernement fédéral semble régresser sur certains plans. Par exemple, le seul plan d'action ou feuille de route qui se rapproche un peu des exigences d'un véritable plan d'aménagement linguistique, c'est le premier en 2003, qu'on connaît mieux sous le plan de Dion, je ne vais pas tout argumenter. Puis aussi, le dernier recensement, c'est qui a vraiment, dans lequel on a pu profiter des recensements pour analyser la situation des minorités, ça date de 2006. Par exemple, personne n'a encore analysé les données sur les ayants droit pour 2011 et 2016. Le plan d'action de 2018-2023, aucune recherche dans le budget, sauf à Statistique Canada, pour des raisons de modification du recensement, pour mieux énumérer les enfants d'ayants droit en vertu de l'article 23 de la Charte. En soi, il faut reconnaître que c'est une mesure positive. Patrimoine canadien, le premier responsable de la partie 7 de la loi, ne finance plus la recherche, à l'exception de la diffusion de la recherche, contrairement à ses habitudes du passé. Puis il n'y a aucun intérêt manifeste pour une reprise de l'enquête post-censitaire, malgré que ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu. Donc, il cite, c'est plutôt les choses qui devraient être faites, et je conclue avec cette phrase-là. Merci, Rodrigue. On reconnaît tes écrits du passé, mais et aussi les nouveaux à venir. Donc, on a hâte de te lire la semaine prochaine ou le mois prochain, en tout cas. Tu nous disais que tu allais publier récemment. Non, ça, c'est le modèle avec toutes les flèches. Là, tu ne nous invites pas à cette lecture-là? OK. Bon, c'est bon. Celui-ci, je ne sais pas, j'essaie de le finir. Ça va dépendre des plans du groupe pour publier les actes. Excellent. Je voudrais revenir à l'imaginaire collectif, parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, tu l'as répété aussi fortement plus tard en disant une loi linguistique efficace, en tout cas, doit influencer de manière significative l'imaginaire collectif, autant pour les majorités que les minorités, autant que pour tout le monde. Ouais. As-tu des suggestions là-dessus? Comment on intervient? Je sais que il y a plusieurs années, tu nous parlais de marketing social qu'on ne faisait plus depuis 20 ans là, au fédéral. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne piste, mais on agit comment de manière proactive là, sur l'imaginaire collectif là, qui semble manquer un peu, étant donné peu d'engouement des majorités par rapport à ce qu'on discute là, même aujourd'hui? Par exemple, je pense que, et comme je dis, il faut pour qu'on puisse engager les personnes à la base de l'autonomie culturelle, il faut commencer par les sensibiliser à leurs droits. Tu sais? Moi, combien de personnes comprennent vraiment le sens de l'article 23, qui pourtant ont à décider à quel endroit mettre leur enfant à l'école? C'est qu'il y a pratiquement... Moi, il faut se faire attention, là, mais j'ai même vu des personnes intervenir pour des conseils scolaires, par exemple, sur les ayants droit et qui croyaient que les ayants droit, c'est les enfants des exogames qui ne parlent pas le français à la maison. Puis j'avais dit, toi, tu es un ayant droit, je l'avais insulté. Donc, tu sais, l'imaginaire collectif, c'est que les personnes aient des représentations sociales dans le sens de Moscovici, là, puisqu'on comprend les dynamiques, etc. On sait les intentions du gouvernement, on connaît un peu l'idéologie du gouvernement, et parce qu'on est informé. Mais les gouvernements discutent avec la société civile et ça ne se rend jamais en bas. C'est un peu ça l'idée. Et comment des parents peuvent prendre des décisions éclairées s'ils ne sont jamais informés des effets de l'École de langue française, les services qui peuvent exister, comme des garderies dans les écoles ou des choses comme ça. Donc, c'est là que c'est une lacune assez importante. Rodrigue, oui. Merci, Rodrigue. C'est fort intéressant. Tu avais mentionné brièvement l'importance de l'histoire puis la construction de l'histoire. Je pense, ou la place de l'histoire dans l'imaginaire collectif. De l'histoire? Oui. Ah oui, oui. Et puis,
ma question, mon constat est au Québec, comme ailleurs, la construction de l'histoire, la narrative d'histoire est très contestée, surtout dans les livres d'histoire officiels. Et donc, je voulais savoir si vous aviez un commentaire ou un conseil pour nous qui essayons de complexifier l'image historique, surtout de la place des communautés d'expression anglaise, qui est très limitée dans les livres d'histoire. Mais justement, moi, j'ai donné ça à titre d'exemple. C'est des choses qui reflètent un peu où on en est dans notre identité collective. Mais par exemple, on demande à des enseignants de jouer un rôle conscientisant à l'école. Ils connaissent pas rien sur, par exemple, la nation canadienne-française qui a existé. Il y a même des étudiants de droit dans laquelle j'ai participé à une conférence, on m'avait invité, où les étudiants qui étudient le droit linguistique pensaient que les écoles françaises existaient depuis quasiment toujours. Donc, c'est ça, connaître son histoire, connaître comment est-ce qu'obtenir des écoles françaises, ça a été une lutte continue sur plus d'un siècle. Là, donc, ça c'est connaître son histoire, mais c'est la communauté elle-même qui affirme son histoire. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de la juger. C'est la communauté elle-même qui l'écrit, qui la diffuse. Mais si quelqu'un n'a rien à dire sur son histoire, il ne faut pas s'attendre que les gens vont s'en inspirer. Là. Merci beaucoup, Rodrigue. Une question puis un commentaire. Ma question, ça a à voir avec l'impact de la loi des langues officielles du Nouveau-Brunswick. Tu as postulé que c'est surtout la partie 7 de la loi fédérale qui a le potentiel d'engendrer l'imaginaire collectif que tu souhaites. La loi néo-brunswickaise n'a pas de partie 7. Non, mais je pense qu'elle a une partie, là je ne l'ai pas en tête, peut-être M. Bessarach pourrait le dire, mais il y a, sur le rôle du gouvernement de promouvoir quand même, qui est un peu l'équivalent de la partie 7, mais encore moins clair dans le sens. Mais il y a une certaine obligation du gouvernement d'agir dans le cas du Nouveau-Brunswick aussi. Là. Oui, tout à fait. Mais en fait, Oui, qui est de 81. Parce que ma question, en fait, c'est à savoir si la loi du Nouveau-Brunswick a créé l'imaginaire ou a créé pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick quelque chose qui se rapproche de ce que tu souhaitais. Mon commentaire, c'est que on parle beaucoup d'inefficacité de la partie 7 et puis elle est incomplète, tout le monde s'entend là-dessus. Mais il y a en dessous de la partie immergée de l'iceberg, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites grâce à la partie 7 et qu'on ne dit pas parce que il n'y a pas eu de plainte, justement. Et j'aimerais quand même pas qu'on oublie tout ce qui se fait grâce à l'évangélisation que nous, de patrimoine, avons faite à une certaine époque et continuons de faire même. Mais aussi parce qu'il y a certaines institutions qui, sans faire partie du plan d'action, des plans d'action, ont un rôle considérable dans la promotion de la dualité linguistique sous toutes ses formes et qui jouent un rôle fondamental dans la vitalité, me semble-t-il, des communautés, ne serait-ce que les institutions à caractère culturel. Ouais. Non, justement, là-dessus, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent agir. Je ne jette pas le blâme uniquement au gouvernement, mais ce que je demande, c'est qu'il y ait plus de synergie dans une planification. Parce que si chacun attire la couverture de son côté, c'est extrêmement difficile à revitaliser une langue. Parce qu'à la base, les personnes sont autonomes, ils peuvent choisir de s'assimiler ou choisir de s'engager dans la communauté. Il y a toutes sortes de personnes. Les institutions peuvent être plus ou moins loin. Quand on regarde la situation de la Colombie-Britannique, quand il faut que tu fasses 1h30 d'autobus pour envoyer ton enfant, moi, je considère que cette personne-là, même s'il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'école française, il y a un mérite pour ceux qui le font parce qu'il n'y a pas de normes sociales comme qu'on peut avoir à Caraquette, là, parce que c'est tout à fait dans la norme d'envoyer ça. Il y a de quoi. Puis je pense que le point que je veux faire ici, c'est surtout la synergie. Et surtout,
Moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un gouvernement qui cesse de financer de la recherche peut comprendre les priorités sur lesquelles agir. Comment est-ce que tu peux connaître les objectifs prioritaires dans quel domaine qui pourrait le plus contribuer à la vitalité? Si on ne fait plus de recherche, on ne la finance pas. Moi, ça me déborde. J'ai de la misère à concilier ça et des mesures positives. Peu importe ce que ça veut dire. Alors, je vous inviterai avec moi de remercier M. Landry.